Bonjour à tous, bienvenue sur cette 12e séance consacrée à la formation GNU Linux. La dernière fois on avait commencé tout juste à utiliser la ligne de commande, donc je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait le terminal et les différents types de shell qu'il était possible d'utiliser. Et là on va vraiment entrer dans le vif du sujet puisqu'on va démarrer justement toutes les choses propres à la ligne de commande, donc une partie un peu plus technique de cette formation, maintenant que vous savez utiliser votre système. On va directement passer par ça, et aujourd'hui je vous propose de parler d'arborescence de fichiers, d'accord? C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de choses de manière graphique jusqu'à présent, d'accord? On était passé par l'explorateur de fichiers, je vous avais montré comment gérer ces différents fichiers, je vous avais parlé du répertoire utilisateur également, qui est celui-là d'ailleurs en l'occurrence, et je vous avais expliqué justement que en réalité tout ça c'est bien évidemment parfaitement ancré dans le système sous forme de fichiers très précis avec une arborescence qui est respectée, et je vais vous la présenter aujourd'hui. On va donc passer directement à notre ligne de commande, voilà, et on va travailler exclusivement là-dessus maintenant, dès à présent. Donc on rentre vraiment dans quelque chose d'un peu plus, je vous dis un petit peu plus complexe, et ça va être la suite de cette formation. Vous avez un ensemble de commandes. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué qu'on pouvait entrer un certain nombre de commandes. Donc par exemple, on avait un nom de commande, d'accord, et on pouvait avoir des options, d'accord. Ça pouvait être soit des paramètres qui sont marqués comme ça, de cette manière, param2, etc. Donc je fais un petit rappel rapide, où on avait des options, donc des paramètres facultatifs, qui étaient représentés par un tiret et le nom de l'option, ou alors deux tirets dans certains cas. Voilà, ça dépendait. En général, c'est un seul tiret avec une lettre, pour faire court, et deux tirets, c'est souvent un terme complet. Par exemple, on va avoir un mot comme ça, help, ou alors tiret petit h. Voilà, ça dépend. Il n'y a pas forcément non plus après de règles officielles, mais c'est comme ça en tout cas que ça fonctionne pour le système de commande. Alors vous allez découvrir votre première commande, d'accord, qui est très simple, mais on reviendra de toute manière dessus au fil des vidéos, qui est la commande d'affichage, d'accord, celle qui va permettre d'afficher des chaînes de caractères directement sur notre ligne de commande. C'est la commande echo, d'accord, tout simplement. Donc elle est très simple. Il suffit de marquer echo, et ensuite vous mettez un espace et vous écrivez ici un ensemble de chaînes. Vous pouvez soit marquer comme un seul argument, c'est-à-dire de mettre des doubles guillemets, et de marquer par exemple tout un ensemble dans une chaîne de caractères, et vous faites entrer. Ça va vous afficher bien évidemment sur la sortie donc standard, donc ici le terminal, ça va vous mettre le résultat de la commande echo. On peut également, puisqu'elle prend les paramètres de cette manière, marquer tout comme ceci. Je vais mettre bonjour, vous voyez je mets pas de double cote, tout, plus loin le, plus loin monde. Ça fonctionnera aussi puisque cette commande en fait enregistre à la suite comme ça tous les paramètres qu'on lui donne comme étant des chaînes de caractères, et elle les affiche à la suite. Donc l'un ou l'autre fonctionnera dans ce cas-là. À part qu'ici on a un seul argument, d'accord? Tout ça c'est un seul argument, et là on en a 1, 2, 3 et 4. Okay, donc ça on verra plus tard. On aura l'occasion de revenir là-dessus, je vais juste la montrer parce que c'est vraiment la commande à connaître en premier, c'est la commande basique au niveau de la ligne de commande, mais on aura l'occasion de l'utiliser, de revenir un peu plus dessus, notamment quand vous apprendrez à créer des scripts Linux, d'accord, donc des scripts Unix avec un certain type de shell, et vous ferez ça en fait dans des fichiers que vous pourrez exécuter directement. Mais ça on y reviendra bien évidemment par la suite, c'est pas quelque chose qu'on va voir tout de suite. Il y a encore d'autres petites choses à comprendre et à voir avant ça. Alors, je vais vous parler, et c'est ce que je voulais aborder avec vous, l'arborescence des fichiers. Je vous avais montré, par exemple, donc en allant ici, donc là je vais passer par l'interface graphique, mais après j'y passerai plus, qu'on avait ici, donc dans les autres emplacements, une partie ici ordinateur, d'accord? Vous avez même pu remarquer d'ailleurs que c'est représenté par un slash, qui est en fait la racine, d'accord? C'est un répertoire racine. Ce répertoire racine, c'est le root, d'accord? C'est le répertoire de base de notre système. C'est ce qui va intégrer tous les fichiers du système et notamment d'autres petites choses par la suite. On tombe en général donc sur ce genre d'interface, d'accord, avec plein de dossiers, plein de fichiers, mais ça, les fichiers ici, on s'en fiche, nous ça nous intéresse pas. Vous voyez qu'un fichier de swap, mais pas intéressant pour nous ici. Et je vais vous présenter un petit peu ces différents dossiers, puisque je pense qu'avant de commencer à vraiment programmer ou utiliser la ligne de commande de manière avancée sur Linux, qu'il est nécessaire de savoir comment est conçu le système. Il a donc été établi une espèce d'arborescence, d'accord, une hiérarchie au niveau des fichiers, que normalement, les distributions, en tout cas les plus populaires, se contentent vraiment de respecter. Après, il peut y avoir des exceptions, vous allez avoir certains systèmes qui ne respectent pas à la lettre non plus cette disposition, mais logiquement, grosso modo, on retrouve ça quand même de manière générale, d'accord? Alors je vais pas forcément vous présenter tous les dossiers parce que c'est pareil d'un OS à l'autre, il peut y avoir des différences, il y a des choses qui ont pu être ajoutées aussi par la suite avec les évolutions de GNU Linux, donc j'en parlerai assez rapidement. Alors on a un premier répertoire, donc je vais le montrer ici, et après de toute façon on va faire ça en ligne de commande, on travaillera là-dessus directement. On a le répertoire qui est bin. Le répertoire bin, si vous voulez, il va tout simplement rassembler tous les exécutables des commandes que nous allons utiliser. C'est par exemple notre fameuse commande echo.
en réalité c'est un fichier, puisque je vous avais expliqué que sur Linux, tout est fichier, d'accord? Même un répertoire, en réalité, c'est un fichier qui contient, si vous voulez, un lien vers plusieurs autres fichiers, c'est-à-dire les fichiers qu'on aura à l'intérieur. Donc tout est vraiment fichier. Je vous ai également expliqué qu'il n'y avait pas de système d'extension, d'accord? Par exemple, sur Linux, vous pouvez appeler une image monimage.doc, ça fonctionnera toujours pareil. Le système, il évalue en fait le type d'un fichier en fonction de son contenu, d'accord, de son type MIME, et pas de l'extension que vous lui mettez à la fin, d'accord. Donc vous pouvez très bien appeler un film, je sais pas moi, un monfilm.txt, donc le format, normalement l'extension réservée pour les fichiers de texte, ça se lira comme un film, il n'y aura pas de souci. Voilà, mais bon, on essaie quand même de garder à peu près les extensions habituelles, parce qu'après, avec le changement sur Windows ou autre, ça peut poser des petits problèmes de lecture et d'incompatibilité, mais pas grand chose. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que sur Linux, tout est fichier. Si vous avez compris ça, vous aurez compris tout. Et l'arborescence du système, elle est conçue de cette manière. Tout est un ensemble de fichiers, même les périphériques, et je vais vous en parler. Donc je reviens à ce que je disais, donc on va passer là-dessus. Le répertoire bin, il va contenir justement tous les fichiers et programmes, d'accord, qui sont toutes les commandes que tous les utilisateurs vont pouvoir utiliser. Donc si je vais dedans, je vais aller regarder rapidement, vous voyez que je retrouve un fichier ici qui est ma commande echo, d'accord. Donc la commande echo, quand je l'entre dans la ligne de commande, il va appeler ce fichier qu'il va exécuter, et ensuite il va traiter ça comme un programme, d'accord. Comme si en fait on avait créé nous-mêmes un petit programme dont l'exécutable s'appelle echo, et après on l'appelle en ligne de commande. Pour ceux qui notamment suivent des formations de programmation sur machine. Pour les autres, bon, si vous comprenez pas, c'est pas bien grave, on reviendra dessus par la suite. Donc tous les programmes, comme ça, les commandes, voilà, qui sont partagées pour tout le monde, elles vont être ici. Donc c'est un dossier du système, d'accord, on ne va pas s'amuser à écrire dedans, c'est vraiment tout ce qui est intégré au niveau des commandes que tout le monde va pouvoir utiliser. Notamment toutes les commandes que nous allons voir sur cette formation et dans les séances à venir. On a ensuite un autre répertoire qui est super important, qui est le répertoire boot. Le répertoire boot, il va contenir tout ce qui concerne ce qu'on appelle le chargeur, pas le secteur d'amorçage, mais plutôt le chargeur d'amorçage, pour être plus général, qui est un peu votre bootloader, d'accord. C'est ce qui permet notamment d'installer plusieurs systèmes sur un même disque dur et de pouvoir booter en fait sur l'un ou l'autre, d'accord, de faire du dual boot, du multi-boot, etc. Je sais même d'ailleurs que parmi vous, il y en a qui se sont testés à ça, qui ont commencé à le faire, installer par exemple Windows et installer en parallèle un Linux pour pouvoir basculer de l'un ou de l'autre sans problème. Donc ça, c'est tout ce qui concerne justement le chargeur d'amorçage, et tous ces fichiers qui gèrent justement toute cette partie-là vont être réunis là-dedans, d'accord. Donc vous voyez, tout a une logique, hein. C'est pas les dossiers sont pas, on met pas du n'importe quoi dedans, tout est géré d'une certaine manière. CD-ROM, j'en parlerai pas, c'est un cas particulier, mais j'en parlerai pas ici, il ne nous intéresse pas. Je vais parler de dev, lui dev est super important, parce que c'est ce qui va concerner tout ce qui est justement périphérique, c'est pour ça que ça s'appelle dev pour device, tout simplement, devices, qui va contenir tous les fichiers propres au périphérique. Et pareil, je vais pas m'attarder dessus, puisque pour le moment, de toute façon, ça vous apporterait pas beaucoup d'informations. Mais tout ce qui est périphérique, d'accord, de votre ordinateur, tout est géré via ces fichiers-là. On a ensuite un répertoire ETC, lui aussi il est super important. ETC c'est pour Editing Text Config, d'accord. Ça veut tout simplement accueillir les fichiers de configuration qui vont servir pour tous les programmes et tout ce qui est service en fait du système, d'accord. Donc c'est vraiment des fichiers de configuration, d'accord. Chaque partie, d'ailleurs je crois que je sais pas si on va le voir ici, ce que je vois GDB. Pour ceux par exemple voilà, qui ont déjà utilisé le débogueur GDB dans mes autres vidéos, vous voyez que là on a un répertoire de configuration de GDB ici, par exemple. Et on retrouve pas mal de choses. On va même pour Python, pour ceux qui font du Python, vous voyez on a des répertoires de configuration également ici, Python 3, Python 3.6, bref, tout ce qui est configuration pour les services ou les programmes se retrouve là-dedans, dans ETC. Ensuite, on a le répertoire Home. Le répertoire Home, vous le connaissez, c'est celui qui va accueillir tous les utilisateurs, d'accord. Dans le Home, en fait, donc c'est correspondant à dossier personnel, d'accord, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf que regardez, si je fais ça, je vais dans Home, donc là j'ai la champagne parce que c'est le nom de ma session, de mon utilisateur, et à l'intérieur, hop, je retombe automatiquement sur dossier personnel. Voilà. Donc, si vous avez 15 utilisateurs, vous aurez ici 15 dossiers, correspondant chacun à l'utilisateur. Et là-dedans, je vais pas revenir dessus, vous savez ce qu'on y met, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, tous nos fichiers personnels. Donc ça, pas de souci. Je vais revenir ici. Le répertoire lib est très important aussi, puisque lui, en fait, il va avoir toutes les bibliothèques, j'insiste bien, les bibliothèques, pas les librairies, qui sont partagées, tout ce qui concerne, tout ce qui en tout cas regroupe les noyaux, les modules du noyau, d'accord. Vous voyez par exemple ici, on a ça, Linux GNU, et on va retrouver notamment tous les fichiers propres au module du noyau, d'accord, donc module, etc. Donc là c'est le noyau 4.13, etc. Voilà, on retrouve tout là-dedans. Donc à chaque fois que vous allez avoir un noyau qui va être mis à jour, par exemple du Linux, et tout va se passer là-dedans,
tout ce qui est gestion de fichiers, les fichiers propres au module du noyau, et tout ce qui est bibliothèque partagée. Quand j'entends partager, c'est partager entre les différents programmes qui pourront éventuellement les utiliser. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, et notamment les utilisateurs qui vont utiliser ces fameux programmes. On a un répertoire ensuite lib64, alors ça c'est parce que je suis en architecture 64 bits, d'accord. Donc sur certaines anciennes distributions qui n'étaient qu'en 32, on n'avait pas forcément ce répertoire, ici on l'a. Mais grosso modo, vous voyez que tout est passé directement ici. Non, pas de problème à ce niveau-là. Le répertoire média, alors là il n'y a rien dedans, non, c'est normal, puisque c'est tout ce qui va concerner les médias amovibles. Quand vous branchez une clé USB, quand vous mettez un disque dur externe, ce genre de choses, eh bien en général, sauf bien évidemment quelques exceptions, ce que je vous dis, ça peut arriver qu'il y ait des exceptions, mais logiquement, de manière, on va dire, quasiment tout le temps, vous allez avoir le point de montage qui va se faire dans ce répertoire-là. Et vous aurez donc un dossier pour une clé USB, un dossier pour le disque dur externe ou autre, tout périphérique en fait amovible qui pourrait être branché sur votre ordinateur, se passera ici. Si par contre vous aviez besoin de monter un système de fichiers ou monter quelque chose de manière manuelle et temporaire, ça se passerait automatiquement dans MNT. Voilà. MNT il sert à ça, ils ont prévu ce dossier-là pour pouvoir faire des points de montage sur des périphériques, notamment, enfin surtout des systèmes de fichiers, donc ça peut être une clé USB aussi, puisqu'une clé USB a un système de fichiers par exemple, mais pour faire ça de manière temporaire. On peut le faire via ce répertoire-là, il est conçu pour ça, il est prévu pour ça. Je continue, donc je prends du temps, parce qu'il faut vraiment bien expliquer ce que je vous dis. Une fois que vous saurez tout ça, vous saurez grosso modo comment est constituée toute la partie arborescence d'un système Linux, donc c'est quand même quelque chose de vraiment très important pour toutes les vidéos qui vont suivre. Le répertoire OPT, donc c'est optional, d'accord, c'est tout ce qui est justement optionnel, c'est tout ce qui va être des programmes par exemple que vous n'allez pas installer via les gestionnaires de paquets, on en parlera plus tard. Par exemple, si vous passez pas par un logiciel d'installation de, tout simplement une ludothèque ou une Logitech, par exemple celle d'Ubuntu, ou que vous ne passez pas en ligne de commande par l'installation d'un logiciel via un gestionnaire de paquets, donc ça on en parlera, vous en faites pas dans les vidéos suivantes. Si vous installez un truc depuis, téléchargé par exemple directement depuis internet ou autre, que vous avez, je sais pas moi, décompressé, etc., eh bien il est d'usage, même si bon je vous dis dans certains cas ça se fait pas forcément, mais il est d'usage de passer dans ce répertoire là. Voilà. Donc par exemple je crois que c'est Sublime Text, je donne un exemple comme ça parmi tant d'autres, il me semble que Sublime Text s'installe dans celui-là. Voilà, quand vous passez pas par un gestionnaire de paquets, il est possible que Sublime Text se mette dans ce type de répertoire là. Xampp il peut s'y mettre aussi, si vous faites du développement web. Voilà, c'est quelques exemples comme ça qui passent autrement que par un gestionnaire. On a ensuite proc, donc proc c'est pour tout ce qui est processus, donc pas processeur, d'accord. Donc tout proc en fait ça va réunir tout simplement toutes les informations du système, d'accord. L'état du noyau, ça peut être tout ce qui est processus, à chaque fois que vous lancez un programme, il y a des processus qui se créent, ce sera justement quelque chose qu'on va pas mal manipuler, qu'on va pas mal aborder sur cette formation GNU Linux, donc vous en faites pas si vous comprenez pas tout de suite, c'est pas grave, c'est justement le sujet de cette formation, c'est à ça qu'elle va vous servir. Et on retrouve du coup pas mal de choses, voilà. Donc vous voyez c'est numéroté, avec pas mal d'informations, mais j'entrerai pas en détail non plus. Dites-vous simplement que ça concerne les processus et tout ce qui est information système, l'état du noyau, etc. Voilà grosso modo pour cette partie-là. Le répertoire root, dont vous voyez d'ailleurs je n'ai même pas l'accès du tout, c'est tout simplement le répertoire du super utilisateur, on en parlera aussi. C'est-à-dire qu'en plus de vous, par exemple votre session, il y a un utilisateur qui a tous les droits sur le système, qui peut installer absolument où il veut, il peut lire et écrire absolument où il veut dans le système, c'est d'ailleurs très risqué de s'en servir nous-mêmes, on doit lui vraiment l'utiliser que dans des cas très restreints, donc il s'appelle en général root, d'accord, pour le super utilisateur, et il a son propre répertoire qui est réservé, d'accord, vous voyez je peux même pas d'ailleurs y accéder. Donc à moins bien sûr que j'ai le mot de passe root pour pouvoir m'y connecter, mais il est bloqué par défaut. Donc voilà. On a alors d'ailleurs normalement de toute façon par défaut ça doit être le même mot de passe que ma session. Même pas. Si c'est ça, voilà. Donc là pour le moment il n'y a rien dedans, c'est normal, mais par défaut sur Ubuntu ou certains Linux, quand vous créez en fait, vous installez votre système et vous créez l'utilisateur, il vous met le même mot de passe de votre session à vous que le mot de passe root. Donc il est conseillé ça par la suite de le changer, mais là on rentre dans un cadre type sécurité, ça c'est pareil, on en parlera beaucoup plus tard. On a ensuite un dossier qui est run, donc pour runtime system, d'accord, c'est tout ce qui est propre au runtime, et ça c'est tout simplement les informations de votre système depuis que vous l'avez démarré, d'accord. Donc il y a pas mal de petits services qui se mettent en place, des fichiers qui permettent de savoir depuis combien de temps le système est démarré, ou des informations de ce genre, d'accord. Ça vous permet d'avoir une espèce de, pas comme des logs, mais plus voilà, une surveillance en fait de tout ce qui s'est passé depuis que vous avez démarré votre système, donc ça peut permettre de récupérer des informations et de travailler sur pas mal de petites choses, voilà. Donc ça c'est pas mal, à chaque démarrage c'est très utile.
SBIN, alors c'est un cas un peu particulier. SBIN, c'est tout simplement les exécutables qui vont en fait être vraiment super importants pour votre système, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il est S, c'est super bin en fait, tout simplement, c'est les super exécutables. Donc là c'est des cas vraiment, voilà, c'est on va dire les exécutables vraiment essentiels au fonctionnement du système, en tout cas qui vont vraiment lui servir. Donc on retrouve pas mal de petites choses, grosso modo. Je vous laisserai sur votre propre système aller voir dedans, voir un petit peu ce qu'il y a. On retrouve voilà init, on retrouve pas mal de petites choses comme ça dont on aura l'occasion en plus de parler. Donc quelques petits programmes aussi. Donc voilà, c'est des choses dont on aura bien évidemment possibilité d'aborder et d'utiliser d'ailleurs justement dans les vidéos suivantes. Voilà pour cette partie-là. On a un répertoire Snap, mais ça c'est assez nouveau, d'accord? Les snaps, pour ceux qui connaissent en tout cas sur Linux, vous savez que c'est quelque chose de très récent, hein, de créer des programmes sous forme Snap justement, c'est différent un petit peu de système via gestionnaire de paquets, donc je vais pas en parler là parce que c'est assez nouveau et c'est des choses qu'on abordera pareil, peut-être dans un tutoriel, peut-être beaucoup plus tard, donc c'est pas quelque chose qui est, dites-vous, forcément présent sur toutes les distributions Linux, d'accord? Il y a que quelques cas particuliers, notamment les versions assez modernes, assez à jour des OS. On a par contre SRV. SRV il est super important puisqu'il va concerner tout ce qui est service du système. Alors là vous voyez que par défaut il n'y a rien ici, mais un service en fait c'est quelque chose qui va pouvoir éventuellement tourner en tâche de fond. On a même ce qu'on appelle des daemons, d'accord, qui vont pouvoir tourner comme ça en tâche de fond, et les services sont comme pour Windows, comme pour un autre système, quelque chose qui peut apporter des fonctionnalités supplémentaires, d'accord. Vous pouvez avoir un service par exemple qui va gérer tout ce qui est impression avec votre imprimante, vous pouvez avoir un service qui va gérer tout ce qui est numérisation, un service voilà pour pas mal de petites choses comme ça, un service pour le web, etc., etc. Donc tout est géré là-dedans, tout dans cette partie-là. Le répertoire 6, je pense que je vais pas en parler tout de suite, parce que c'est encore un peu compliqué aussi, donc on va passer tout de suite. Le répertoire temp, comme son nom l'indique, c'est le répertoire des fichiers temporaires, voilà. Ok, donc quand vous allez redémarrer votre système, le fichier sera vidé pour certaines choses. Voilà, c'est les fichiers temporaires passent par là. Certains logiciels peuvent utiliser ce répertoire-là pour y stocker des éléments temporaires quand ils font un traitement, un calcul ou ce genre de choses, une conversion, un encodage éventuellement. Tout est géré là-dedans. Et on arrive vers un des répertoires les plus importants de la hiérarchie, qui est le répertoire USR pour User, tout simplement. Donc ce répertoire-là, Unix System Resources, plutôt pour être exact, c'est le répertoire vraiment qui va concerner toutes les données accessibles, bon déjà en lecture seule forcément, mais tout ce qui va être en fait les programmes. Quand vous allez installer un programme, via notamment un gestionnaire de paquets, il va en général, d'accord, s'installer dans ce répertoire-là. Et là on retrouve tout un tas de sous-répertoires, mais j'en présenterai que quelques principaux. Le répertoire bin, donc il va bien évidemment regrouper tous les programmes utilisateurs, donc on va le laisser charger parce que ça peut être un peu long. Donc il y a les programmes par défaut, et il y a les programmes bien évidemment qu'on a pu installer. Alors je sais pas si on peut retrouver un autre... Attendez, on va chercher quelque chose. Donc il y en a beaucoup, hein. Comme vous voyez il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de choses, on voit même des fichiers en Python, enfin des exécutables, mais il y a pas mal de choses. Voilà, donc vous voyez, hein, les exécutables pour Python sont présents par ici, quand c'est installé, tout est géré là-dedans, dans user bin, ok. Enfin je dis user mais c'est pas user, vraiment c'est USR, parce qu'en réalité c'est pas user, donc ça veut dire Unix System Resources, donc ça n'a rien à voir avec user, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai pris l'habitude en fait depuis toujours d'appeler ça user, USR, plutôt que USR en fait. Bon games, j'en parlerai pas, c'est propre à voilà, de cas très particuliers, donc on retrouve quelques jeux, hein, qui sont présents ici, notamment des jeux que j'ai pu installer, donc il est possible, vous voyez, qu'ils mettent les jeux là-dedans. Mais ça c'est pareil, c'est pas forcément une règle absolument respectée, il peut y avoir des jeux qui s'installent quand même dans bin, donc voilà, là on retrouve 0AD, bon, qui est un espèce de Age of Empire, et on retrouve quelques jeux qui étaient par défaut sur l'OS, mais je suis sûr que je dois avoir des jeux qui sont installés là-dedans, donc passons. Il y a lib, qui est important à savoir. Lib, ce qui est pas mal, lui c'est toutes les bibliothèques partagées en fait, d'accord, pour tout ce qui va être logiciel, de manière générale, d'accord, tous les logiciels additionnels, tout va être installé là-dedans. Donc ce qui va être utilisé par les programmes qui sont installés dans bin, les programmes qui sont installés dans SBin, vous savez, les super programmes dont je vous ai parlé, grosso modo, tout va être assemblé là-dedans. Donc ça c'est important, hein, pour le fonctionnement du système, qu'il y ait cela. On va avoir local. Local, ça va intéresser les programmeurs, ceux qui par exemple veulent compiler des programmes manuellement, d'accord. Si vous voulez compiler un programme, en général on va plutôt le mettre ici, d'accord, dans local, pour dire voilà que c'est tout ce qui est en fait compilé manuellement ou autre, pour éviter que ce soit mélangé avec le reste. Par défaut ça peut se faire dans local, mais je vous dis c'est pareil, c'est pas non plus quelque chose de 100% respecté, il peut y avoir des exceptions, mais à la base en tout cas il était prévu pour ça.
Bon, SBIN ici j'en parle pas, et share, bah ça c'est important aussi, je vais en parler, puisque c'est tout ce qui va être tout simplement les fichiers qui vont être partagés entre bon, tous les utilisateurs bien évidemment, mais surtout au niveau des applications, mais qui ne sont pas forcément propres. Par exemple, vous voyez toutes ces icônes là, toutes les icônes ici pour les différents logiciels, le type de fichier, tout ça, ou même cette icône là, par exemple l'espèce de dossier bleu, tout va être géré dans un dossier par exemple qui s'appelle icons. C'est dans share, icons, il est ici, voilà. Voilà, donc là vous voyez que j'ai des dossiers de thèmes, donc ça c'est les thèmes du système, et dans ces thèmes bien sûr on peut retrouver pas mal de choses. Voilà. Donc on a tout ça, vous voyez les icônes propres à des applications. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Attends, je vais prendre plutôt cela, on peut retrouver des emotes bien sûr, voilà. Devices, pareil. Donc vous voyez, on retrouve toutes les icônes en fait comme ça. Donc si par exemple un jour vous voulez créer un thème ou un jeu d'icônes sur votre système, ce que vous pouvez le faire, hein, vous savez que GNU Linux est beaucoup très personnalisable à ce niveau-là, et bien vous pourrez placer ça là-dedans, d'accord? Vous aurez char, ici share et icons pour gérer justement vos différents jeux d'icônes, voilà. Donc des fois c'est carrément des thèmes, hein, comme je dis, des fois c'est complètement, là par exemple c'est le curseur, voilà, bah, le curseur blanc, ça c'est le même curseur que celui que j'ai actuellement mais en noir, voilà. Donc tout est géré là. Toute cette partie-là. Donc tout ce qui concerne les icônes, les thèmes, ça peut être aussi les documentations, d'accord? S'il y a des documentations par rapport à des logiciels ou autres, en général c'est pareil, elles peuvent être placées là-dedans. Donc ça c'est bien à savoir. Vous pouvez retrouver pas mal de petites choses. Donc je vous le dis, voilà, les sons, vous voyez un petit peu toutes les ressources comme ça partagées. Donc ça c'est à connaître, hein. Share, c'est important de connaître ce répertoire-là. Il est quand même super important au niveau arborescence. Et après on a var, voilà, var c'est bien d'en parler aussi, bah, c'est tout un petit peu, je dirais pas que c'est un fourre-tout, parce que c'est pas vrai, on va pas appeler ça le fourre-tout, mais c'est un petit peu tout ce qui est données diverses en fait, d'accord? C'est un peu l'inclassable, tout peut être mis là-dedans, dans var, voilà. Donc en général, on retrouve donc quelques petites choses aussi, mais grosso modo, c'est à ça qu'il sert. Donc je pense qu'on a fait le tour de ce qui était important à dire pour le moment. Voilà. Après bien évidemment il y a d'autres choses dont on aura l'occasion d'aborder plus en détail par la suite, mais là c'est ce que je voulais vous montrer au niveau arborescence. Alors ça a été un petit peu long à expliquer, mais en même temps je vous dis tout ce que vous allez, tout le temps que vous allez perdre entre guillemets à apprendre tous ces aspects théoriques ou autres vont énormément vous servir pour la suite. Parce qu'une fois que vous connaîtrez vraiment bien le cœur du système, ce sera très facile pour vous de comprendre tout et de pouvoir programmer, de travailler dessus. Ça paraît absolument logique. Voilà pour cette arborescence, donc on va quitter ça et on va maintenant passer à la ligne de commande pour tout simplement apprendre à gérer cette arborescence. Parce que maintenant que je vous ai montré, puisque c'est un peu le sujet de cette vidéo, l'arborescence des fichiers, et que tout est fichier comme je vous l'ai dit dans Linux, on va apprendre à naviguer et lister cette arborescence, parce qu'après tout, on veut travailler en ligne de commande, donc c'est par ça qu'on va pouvoir le faire. Alors déjà, première chose qui peut être intéressante, c'est tout simplement, bon je vous ai montré Echo, donc ça c'est pas mal, de savoir où on se trouve, d'accord? C'est-à-dire là par exemple, à partir de là, où est-ce que je suis au niveau hiérarchie, d'accord? Au niveau de toute l'arborescence, où est-ce que je me trouve? Et pour ça, vous pouvez utiliser la commande pwd. Quand je vais faire ça, elle va me retourner tout simplement le répertoire donc absolu, donc c'est le chemin absolu. Absolu ça veut dire quoi? C'est le chemin en fait depuis la racine du système, toujours. Si ce n'est pas depuis la racine du système, on dira que le chemin est relatif, d'accord? C'est la différence entre chemin relatif, chemin absolu. Donc là, c'est toujours un chemin absolu qui part de la racine. Donc vous voyez qu'il c'est slash, donc racine, donc home, slash le dossier Champagne, slash document. D'accord? Donc je sais que je suis dans ce répertoire-là. Donc ça, c'est très pratique cette commande, vous la faites et il va vous donner le répertoire où vous vous trouvez tout de suite. Si jamais vous ne savez plus où vous êtes, ça vous permet de vous y retrouver. Maintenant qu'on sait où on est, on va pouvoir se déplacer. La commande par défaut, toute simple, c'est la commande cd. Vous tapez cd pour change directory et vous faites ça et vous voyez que là par défaut si je mets rien il me remet ici. On voit même une espèce de petite tilde, d'accord, ça je dédicace aux espagnols, donc une petite tilde, et si je refais tilde pardon, si je refais pwd, il me met que je suis dans mon répertoire personnel, Champagne, voilà, c'est d'ailleurs marqué ici au niveau du prompt, donc ça s'appelle un prompt, hein. J'ai dû déjà le dire mais bon je le rappelle au cas où, et on est sur ce répertoire là. Donc change directory, très pratique. En fait, quand vous tapez cette commande, simple, d'accord, sans rien mettre à côté, c'est comme si vous tapiez ceci, cd plus loin tilde. La tilde, justement, elle correspond au répertoire personnel, d'accord? Si vous faites ça, regardez d'ailleurs, il se passe exactement rien, d'accord? J'ai pas bougé au niveau répertoire. Sinon, on peut préciser le nom exact. Admettons qu'il y aurait d'autres répertoires utilisateurs, il suffirait de faire ça, et puis noter le nom d'utilisateur, de son répertoire en l'occurrence. Donc moi, par exemple, si je fais le nom du mien, c'est Champagne, voilà, d'accord, j'ai pas bougé non plus que c'est la même chose. Donc ça à savoir, c'est important de savoir, ce symbole tilde, d'accord, il est super important au niveau de la ligne de commande. Il permet vraiment de spécifier le répertoire personnel. Donc ça,
Une autre commande très pratique, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser plein de fois, mais je vous la rappelle quand même, c'est la commande clear qui va juste effacer le terminal. Très pratique. Pareil, au niveau des commandes, si vous voulez retaper des commandes précédentes, mais ça fonctionne pour tous les OS à vrai dire, vous pouvez utiliser les flèches. Flèche du haut, vous voyez, vous allez remonter dans tout l'historique des commandes qui ont été faites. D'accord? Flèche du bas, bah, vous revenez vers l'avant, etc. Donc ça peut être pratique aussi d'utiliser ce genre de petits raccourcis pour éviter à chaque fois de retaper toutes les commandes à la main. D'accord? Si vous voulez les refaire de manière répétée. Donc ça c'est bon. Maintenant, il y a deux choses à savoir en termes de fichiers, deux cas particuliers. Je vous avais dit que la tilde, c'est correspondant au répertoire home. Si vous tapez juste un point, en fait, ça veut dire répertoire courant, le répertoire où tu es à ce moment-là. D'accord? Donc si je fais simplement CD ici, j'ai pas bougé non plus. Normal, ce que je lui dis, tu changes de répertoire pour aller sur le répertoire où je suis déjà. Donc il n'a pas bougé. Et si je fais CD point, donc 2 points, c'est pour dire de venir au répertoire parent. Donc si je vous ai montré tout à l'heure en faisant PWD, vous voyez que Champagne, d'accord, ce répertoire-là, il est contenu dans le répertoire home. Donc le répertoire parent, c'est home. Donc a priori, si je fais CD 2 points, enfin point, je vais revenir sur le home. Et ça tombe bien, vous voyez qu'ici, il me l'a mis au niveau du prompt. Et si je refais un PWD, je suis bien dans le home. D'accord? Donc retenez ça. La tilde, c'est le répertoire personnel. Un point tout seul, c'est le répertoire actuel, d'accord, le répertoire courant. Et 2 points à la suite, c'est le répertoire parent, d'accord, celui dans lequel, voilà, vous êtes, enfin, le répertoire dans lequel vous êtes, d'accord, le précédent. Donc si vous êtes dans un sous-dossier, le répertoire parent, c'est le dossier, tout simplement. Et du coup, on va pouvoir se balader. Donc pour se balader dans une hiérarchie, on a deux possibilités. Donc on va refaire ça déjà, je vais revenir à la base. Non, on va faire ça même, racine, voilà. Donc là, je suis à la racine, d'accord, c'est affiché en bleu ici au niveau du prompt de mon terminal. À partir de là, je peux me déplacer dans tous les répertoires que je veux à partir de cette racine. Deux possibilités, soit je me déplace de manière relative, c'est-à-dire à partir ici de la racine où est-ce que je peux aller, d'accord, comme des chemins, ou alors je me déplace de manière absolue. De manière absolue, c'est genre je fais CD, racine, et je tape tout mon chemin. Genre je fais home, je peux le remontrer d'ailleurs, Champagne, il y a un répertoire téléchargement je crois. Voilà, téléchargement, et regardez, je fais entrer, ça fonctionne. Je suis bien dans mon répertoire téléchargement. En bref, je viens de me déplacer ici. Téléchargement, voilà. Là, de manière graphique, vous voyez que je me trouve ici, et là, en fait, vous le voyez pas, c'est invisible. Dans mon terminal, je me retrouve exactement dans cet endroit-là. D'accord? Vous voyez, tout ce qu'on fait ici, en fait, c'est comme si on le faisait ici de manière graphique. Voilà. Si je veux revenir dans le répertoire Champagne tout court, je fais comme tout à l'heure, CD, point. Et à partir de là, je me retrouve ici, en fait. Je recule d'une case, en fait. Et là, ça veut dire que j'ai accès à tous ces répertoires-là. Donc il suffit, par exemple, de faire CD vidéo, par exemple. Et hop, et là, je me retrouve ici. Voilà, je vous montre exceptionnellement comment ça fait l'équivalence en fait entre la partie terminale et la partie graphique au début. Par la suite, par contre, je vous le montrerai plus. Après, on fera vraiment tout en ligne de commande. Donc voilà comment ça fonctionne grosso modo. Et si jamais je veux revenir carrément, genre dès le début, je veux revenir genre à musique, je peux aussi faire ça de manière précédente. Je peux très bien dire d'un coup, CD 2 points, ça on avait dit que ça revenait avant, d'accord? Donc là c'est comme si je revenais à Champagne, et je mets directement un slash en mettant musique. Là vous voyez que ça se complète automatiquement, c'est la touche tab. C'est vrai que je le dis pas, mais il faut que j'y pense, que vous ne savez pas forcément. Vous commencez à marquer le texte et vous appuyez sur la touche tab et ça va auto-compléter s'il trouve quelque chose. Donc ça c'est pareil, petite astuce à savoir, très pratique. Et là regardez, je me place bien dans musique. Parce que je lui ai dit de faire quoi en fait? Change directory 2 points. Donc ça veut dire, je reviens en arrière, donc ici, et ensuite j'ai mis un slash, parce qu'il faut continuer le chemin, et tu vas dans musique, donc musique, hop. C'est ce qu'il a fait en fait, tout simplement. Voilà, donc je prends du temps, je prends le temps de bien expliquer, mais la vidéo sera un peu longue, mais c'est pas grave, c'est que vous commencez tout juste la ligne de commande, donc ça sert à rien de se dépêcher pour vous balancer 2-3 commandes vite fait, et puis démerdez-vous entre guillemets avec. Donc l'intérêt c'est de bien vous les expliquer, pour que vous compreniez déjà les commandes de base dès le début, et après toutes les commandes que vous verrez plus tard, elles seront très très simples à appréhender, puisque vous aurez bien compris les commandes vraiment, on va dire, essentielles et usuelles au niveau de Linux. Donc du coup, CD est très pratique. Et là par exemple, admettons que je veux accéder à ça. Donc ça, vous pouvez vous amuser à faire ça si au début vous connaissez pas. Genre je veux aller dans user bin. Voilà, tiens, user bin, tout simplement. Comment je vais faire? Je peux noter depuis le chemin absolu. D'accord, donc je vais déjà tout effacer. Comme je vous l'ai dit, si vous partez du chemin absolu, là par exemple je suis dans musique, et bien en partant du chemin, en utilisant un chemin absolu, peu importe où je me trouve à ce moment, on s'en fiche. Il suffit de partir de la racine.
donc c'est USR, et pas user, hein, bin, et voilà, je suis dans USR bin, exactement ici. Voilà. Par contre, si dès le début je m'étais retrouvé, bon je vais le montrer, hein, home, j'ai champagne, je vais me remettre dans musique, hein, où j'étais tout à l'heure, voilà, ici. Vous voyez là je suis dans musique. Si j'avais essayé de faire ça, par exemple, USR, il vous mettra que ça n'existe pas. Parce que là, je suis déjà dans le répertoire musique, donc lui là, dans le répertoire musique, il cherche un répertoire qui s'appelle USR, et vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc évidemment, ça ne marche pas. Le seul moyen, c'est de mettre une racine, donc un slash, pour dire que je pars depuis la racine du système. Et là, effectivement, il trouve USR. Et après, je peux faire cd bin, puisque dans le dossier USR, il y a un dossier bin. Et après, je peux faire cd autre chose. Le répertoire X qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vous remontre ça. Là, c'est slash USR, ici. Ensuite, on fait cd bin, ça fait ça. Et ensuite, on fait cdx11, ça fait ça. Voilà tout ce qu'on a fait en ligne de commande. Donc c'est beaucoup plus rapide. Hein. Vous voyez que d'ailleurs, ça va beaucoup plus vite à se déplacer en ligne de commande qu'avec l'interface graphique qui peut prendre un peu de temps à charger en plus. Donc c'est normal, hein, il n'y a pas de partie graphique. Donc évidemment, vous verrez que la ligne de commande est plus puissante que la partie graphique. C'est pour ça que pour certains, vous allez préférer passer par là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui seront beaucoup plus rapides et beaucoup plus performantes en ligne de commande. Je pense par exemple à de la conversion de fichiers, à renommer des fichiers en masse, ce genre de choses. Vous pouvez par exemple convertir une vidéo d'un format à l'autre en passant par ligne de commande. Il y a des logiciels qui fonctionnent qu'en ligne de commande, ou même avec les deux. Vous avez une interface graphique, mais vous pouvez l'utiliser dans le terminal. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre à faire dans cette formation. Hein. Tout ça, c'est plein de choses que je vais vous montrer au cours de ces vidéos. Voilà pour cette partie-là. Donc vous savez afficher bêtement du texte, hein, tout simplement, parce que pour le moment on se contente de ça, on l'utilisera de manière plus avancée par la suite, notamment avec des variables, mais pour le moment on ne connaît pas les variables, parce que oui, vous allez pouvoir utiliser des variables également, donc on verra ça par la suite. Je vous ai montré PWD, je rappelle, pour connaître le répertoire courant, et je vous ai montré CD pour Change Directory. Je vous ai également parlé du symbole spécial tilde, du symbole point pour le répertoire courant, et de point pour le répertoire parent. De clear pour effacer le terminal, et logiquement on a fait le tour déjà pour le moment de ce que je vous ai montré. Passons, et on va de toute façon terminer avec cette commande là, puisqu'on va pas non plus tout voir, on peut pas tout voir, c'est la commande ls. ls, elle va permettre de lister le répertoire où on se trouve. Donc si je fais juste ls comme ça sans rien à la suite, il va me lister là où je suis actuellement. Donc comme je suis dans mon répertoire personnel, vous voyez, il remet exactement, donc je vais remontrer ça, la même chose qu'ici. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ça. Il met tout ça. Et ls est une commande particulière pour lister. On peut également, même si là je me trouve dans mon répertoire personnel, je peux très bien dire de faire ça. Alors je vais virer, je vais faire ls /usr /bin. Et ça fonctionne. Vous voyez que c'est très rapide à lister. Pourtant, il y a beaucoup, vous avez vu tout à l'heure dans usr bin, je vous remontre. Regardez en graphique, le temps que ça prend à charger quand même. usr bin, vous voyez, là ça charge, hein, ça mouline un petit peu quand même avant d'afficher tout. Et il y a tout ça. Donc il y a énormément de fichiers. Et lui, regardez, en très peu de temps, il vous a tout balancé comme ça, instantanément. Voilà, donc si je remonte, vous voyez, c'est long. Hein. On se rend pas compte, mais en fait, il y a beaucoup de fichiers. Voilà. Il a tout listé comme ça en un coup. C'est très long, hein. Voilà, on va arriver jusqu'à la lettre A. Et voilà. Voilà tout ce qu'on a passé. Hein. J'ai un tout petit scroll ici. L'ensemble de ce qui a été listé. Donc ça fonctionne évidemment de partout. Si je mets ls suivi d'un chemin, c'est comme pour cd. Vous pouvez mettre un chemin relatif, donc à partir de là, je peux mettre tiens, liste-moi ce qu'il y a dans musique, d'accord? Si je fais ls tout court, c'est comme si je faisais ls avec un point tout seul, c'est la même chose, d'accord? C'est un alias en fait. Et si je fais ls avec un chemin absolu, il va montrer ce que je veux. Donc là, ça peut être, je peux faire par exemple /etc, oui, allez voilà, / plein de choses, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est ls/etc. Et là, pareil, on va avoir je sais pas combien de trucs qu'il aura affiché. Voilà, il y en a pas mal aussi. Donc, c'est des choses assez intéressantes au niveau de cette commande. Donc là, je vais fermer la partie graphique maintenant. Et vous allez pouvoir lister pas mal de choses. Alors, les commandes, là, vous allez dire, bon, je vous apprends des commandes comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des... les commandes, comment on les apprend en fait? Quand on les connaît pas ou quand on veut découvrir d'autres commandes, comment on fait? Il doit bien y avoir des documentations, des manuels, quelque chose voilà, qui nous explique comment les utiliser. Alors pas besoin d'aller sur internet, pas besoin d'aller chercher voilà, sur des sites en particulier pour trouver, il suffit d'utiliser les manuels directement disponibles dans le terminal. Alors attention, sauf quelques exceptions, mais même s'il y a possibilité de traduire ça dans la langue que vous voulez, par défaut, c'est en anglais. Donc moi ici c'est en anglais. Donc il suffit d'utiliser le mot man, donc c'est une commande également, d'accord?
suivi du nom de la commande que l'on veut. Par exemple, si je fais man ls, je viens avoir tout ça. Alors après, même si vous avez du mal avec l'anglais, honnêtement, c'est assez simple à lire. Il nous met le nom, il nous met à quoi ça sert, petite description. Il nous met ici pas mal de choses au niveau des options, donc ça c'est un petit peu comment elle va s'utiliser, d'accord. Donc tout ce qui est entre crochets, ça veut dire que c'est pas obligatoire, d'accord. Vous avez bien vu tout à l'heure j'ai juste noté ls, ça a fonctionné. Mais il vous dit que vous pouvez également, si vous voulez, ajouter des options, et en plus ajouter, donc file en fait c'est un chemin vers un fichier, parce que rappelez-vous, sur Linux, tout est fichier. Donc à partir de là, c'est simple. Après description, il vous décrit toutes les options. Donc vous voyez qu'il y a un -a, ou -all, -grand A, -author, etc. Pas mal de choses. Donc je peux vous le passer, donc là je fais flèche du bas pour tout défiler, tout le manuel. Donc il y a beaucoup de lignes. Il vous met bon ici H pour l'aide et Q bien évidemment pour quitter la page de manuel. Donc ce qui est intéressant à connaître pour ls, donc je vous le donne maintenant, après si vous voulez avoir d'autres options, vous irez vous-même voir dans votre manuel, vous ferez man- ls-l. Donc si je fais juste ls comme tout à l'heure, vous voyez ça donne ça, si je fais ls-l, voilà la différence. Donc il me liste tout, par contre avec L, il me liste en fait plus d'informations. On en parlera plus tard, là il y a tout ce qui concerne les droits en fait sur le fichier, les accès notamment en lecture, en écriture et l'exécution. Donc on en parlera, c'est des choses qu'on va voir bien évidemment par la suite. Il vous même d'ailleurs, vous voyez ici, total 32, donc il vous affiche pas mal de choses. Il vous affiche également l'utilisateur, le groupe, mais ça on en parlera aussi. Détails, il vous affiche des dates, voilà, date d'accès, de modification, et le nom bien évidemment du répertoire en question, notamment du fichier. Parce que pareil, rappelez-vous, un répertoire en fait est un fichier sur Linux. Voilà, donc ça, toutes ces choses-là, vous comprenez absolument pas ce que c'est, les X, W, R, machin pour la plupart, tout ça on va le voir, d'accord. Je vous promets qu'à la fin de la formation, vous saurez exactement comprendre toute cette ligne-là, non pas comme ça, vous saurez exactement dire, voilà, que représente ça, que représente le petit d ici, que veut dire le R, etc., etc. Voilà, tout ça vous saurez le lister. On peut également utiliser l'option A, en faisant ls-a. A, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le manuel, en fait, elle permet de ne pas cacher tout ce qui commence par un point ou tout ce qui commence par un 2 points. Donc là, vous voyez que j'ai d'un coup plein de choses, en fait. Il faut savoir que sur Linux, quand vous mettez un point devant un fichier ou un répertoire, il se cache, il est masqué, d'accord. Et quand c'est 2 points, vous voyez ici on retrouve 2 répertoires, regardez, on retrouve 2 fichiers particuliers. Lui, c'est le répertoire courant, et lui, c'est le répertoire parent. Vous voyez, ils existent aussi. Donc ça, il les cache par défaut, et ça, c'est plein de fichiers cachés. Alors, en graphisme, j'ai dû le montrer, mais bon, je vais le remontrer quand même au cas où. Pour afficher ces fameux répertoires cachés, donc sur Windows, ce serait un dans les options des dossiers, pour ceux qui connaissent, et sur Linux, c'est très rapide, on fait CTRL-H. Et là, voilà, et vous voyez qu'il y a plein de choses d'un coup. Et c'est justement exactement tout ce qu'on voit ici. Voilà. Il y a un point, il y a un répertoire cache, un répertoire local, un répertoire config, un répertoire X-Authority, enfin voilà, profile, on retrouve pas mal de petites choses comme ça. Donc ça correspond à ça. Alors là, vous voyez, il y avait une commande, donc je rappelle, hein, ls-l, ls-a, d'accord, pour afficher différentes options. Est-ce qu'on peut pas coupler ces arguments-là, enfin ces options-là? Justement, si on peut. Vous pouvez les mettre à la suite. Vous faites ls- et là vous pouvez en mettre autant que vous voulez. A, L, B, enfin voilà, toutes les options disponibles via le manuel. D'accord, quand vous allez dans... pas MSN, hein, désolé, RIP, MSN n'est plus. Et voilà, donc toutes les options que vous avez ici, hein, petit a, petit b, petit c, etc., vous pouvez tout lister, d'accord, si vous voulez, en les mettant à la suite. Il suffit juste de mettre ls, un seul tiret, et après le tiret, vous mettez toutes les lettres correspondantes aux options. D'accord, donc on va pas tous les faire, hein, d'accord, parce que bon, ABCL, c'est pas forcément utile de faire tout ça, mais grosso modo, déjà, si on fait LA, c'est pas mal. Ça veut dire de lister comme ça avec tous les droits, donc de cette manière-là, et en plus de montrer tout ce qui est répertoire caché. Alors, attendez, je vais le refaire parce qu'il nous affiche 2 fois, voilà, c'est mieux. Donc là tout de suite c'est beaucoup plus clair. On voit tout le système de droits et on voit également tout ce qui est caché. Donc on peut comme ça cumuler les options sans problème. Ça fonctionnera bien évidemment en faisant de cette manière. Donc voilà pour la commande ls, elle est très simple, et n'hésitez pas bien sûr à voir d'autres options, hein. N'hésitez pas surtout à voir dans les manuels. Vous pouvez très bien par exemple, si vous êtes intéressé par la commande de tout à l'heure echo, de faire un man echo. Voilà, vous trouverez pas mal de petites choses aussi. Et pour ceux qui programment, je pense notamment en langage C, etc., vous avez plusieurs, imaginez genre plusieurs bouquins, plusieurs chapitres sur le manuel. Vous avez un manuel 1 qui est celui-là, vous avez manuel 2, manuel 3, etc. Et vous pouvez par exemple faire, alors je crois que c'est man 3 printé ou man 2, je sais plus. Non, c'est man 2. Printf non plus. Alors, il veut pas le prendre. Parce que de toute façon, si je mets man printf, ah bah il me le met ici, bon bah c'est pas grave, ici il me le met là. Vous avez par exemple la commande printf, voilà. Vous connaissez, puisque ceux qui programment en langage C, bah vous connaissez cette commande là. Donc on retrouve pas mal de petites choses aussi intéressantes ici.
Voilà. Et c'est pareil, le manuel, de toute façon, on apprendra à l'utiliser de manière plus avancée, hein, à travailler avec, etc. Comment consulter les différents types de manuels. Parce que là, vous voyez que printf, il est dans le manuel 1, et en fait, vous verrez qu'il y a un manuel 2, un manuel 3, etc. On peut même d'ailleurs avoir, ça c'est pas mal aussi, le manuel du manuel, en faisant man. Et là, voilà. Comme ça vous explique même le fonctionnement du manuel, et en plus, je constate que sur Budgie, ici, ils ont traduit ça en français. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Ah non, pas tout, voilà. Ils n'ont pas tout traduit. C'est traduit, mais à moitié. À certaines parties, oui, mais certaines parties, non. Donc c'est sûrement, voilà, ils sont en train de faire les traductions, peut-être. Donc voilà, donc ça vous donne, vous voyez, les commandes, hein, vous voyez que man, on peut l'utiliser avec des options aussi. Donc n'hésitez pas tous à le voir, parce que vous comprenez bien, je pourrais pas vous expliquer absolument tout dans une formation, c'est impossible. Et vous avez justement, regardez, les types des sections du manuel, justement, dont je vous ai parlé. Voilà. Donc ça, quand on fera de la programmation système, hein, ou si vous en avez déjà fait par rapport à ce que je publie sur ma chaîne, et bien ça sera notamment précisé là. Là, on trouve des bibliothèques fournies par les programmes. Donc c'est pour ça que je m'attendais à trouver printf dans 3, mais apparemment lui il est dans 1. Donc écoutez, c'est bon, pas de souci. Et pas mal de types de fichiers aussi. Voilà. Sous programme du noyau, etc. Donc on a plusieurs sections. En général, on travaille beaucoup avec man 1, donc le man tout court, quoi. C'est plus souvent là-dessus dont on se sert pour notamment les commandes qu'on a toutes vues. Regardez, man cd. Bon, là, il n'y a rien dessus, mais voilà, normalement, on pourrait faire ça comme ça. Man ls, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Exit, tu dois bien y être. Non plus. Bah alors, ils l'ont mis où? C'est bizarre, ça. Il y a eu des changements, en fait. C'est curieux. Enfin, peu importe. De toute façon, on verra bien. À propos exit. Mais c'est vrai que je me serais attendu. Exit. Bah 3. Bah alors. Bah pourquoi? C'est moi qui... C'est peut-être moi qui fais une bêtise. Attendez. Non. Alors là, c'est bizarre. Non, c'est bien comme ça qu'il faut noter, hein. C'est man plus loin le nom de la section. Mais il me dit qu'il n'y a aucune entrée. Tout à l'heure, à propos, il me dit que si. Il me dit qu'exit est dans la section 3. Bon, je sais pas, je regarderai ça par rapport à voilà, pourquoi il y a certains commandes comme ça qui trouvent pas certaines sections, c'est bizarre. Après, bon, c'est tout récent que j'utilise Budgie, donc je sais pas comment est configuré le manuel dessus, est-ce que tout est disponible, etc. Donc, peu importe. Nous, tout ce qu'on voulait voir en tout cas, c'est sachez qu'il y a un manuel qui vous permet comme ça d'avoir les différentes commandes. Donc toutes les commandes que nous verrons sur la formation par la suite, eh bien vous pourrez vous renseigner plus en détail dessus en faisant simplement man quelque chose. D'ailleurs, tiens, man clear, voilà, il y est. Ce que j'allais dire, ça c'est une commande du shell, donc il manquerait plus que ça qu'elle ne soit pas. Donc celle-là, elle est très courte, hein, d'accord? C'est très simple, c'est juste clear ou clear. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de... Au moins c'est clair, c'est ce qu'elle veut dire. Donc vous avez pas mal de petites commandes comme ça. Donc j'espère que du coup ça vous aura servi. Alors j'essaie de faire le tour de tout, voir si j'ai pas oublié ce que je voulais vous parler. Parce que ce cours, je voulais vraiment vous parler de l'arborescence des fichiers. Donc il fallait que je vous parle évidemment de tout ce qui était les différents répertoires du système. Parce que c'est bien à savoir. Je voulais qu'on voie comment se déplacer dedans. Je voulais qu'on voie comment lister les documents, comment connaître nos répertoires courants, connaître les symboles spéciaux, hein, tilde, le point, etc. Et oui, il y a une petite commande intéressante. Bon, je vous la donne comme ça en bonus, mais là, on aurait pu très bien s'en passer ou l'avoir beaucoup plus tard. C'est la commande file qui va simplement permettre de vous retourner justement le type de fichier. J'avais dit que Linux ne fonctionne pas via des extensions. Donc du coup, alors je vais déjà aller dans CD. Où est-ce que j'ai des trucs dans musique, je crois, j'ai des choses. Oui. Voilà, c'est ça. Il suffit par exemple de faire file suivi du nom du fichier. Donc là par exemple Bretagne. Et vous voyez, même s'il s'appelle .mp3, il me met que c'est un mp3, d'accord, avec pas mal d'informations. Si plus tard je change le nom, alors ce que je vous montre là, on le verra par la suite, vous en faites pas. Hein. Là je vous le montre comme ça vite fait. Bretagne.txt. Voilà. Donc là, regardez, si je fais ls, j'ai changé ma musique en fichier texte. Et normalement, si je fais bretagne.txt, il vous met que c'est un MPEG, donc c'est un MP3, layer 3. Ok. Donc faites attention à ça, d'accord? Sur Linux, vous pouvez mettre n'importe quelle extension, ça change pas. Alors, le seul truc que ça va changer, c'est au niveau des logiciels par défaut. Parce que par exemple, le logiciel que le système doit lancer en fonction du fichier, il le fait en général par rapport à l'extension. Parce qu'il faut bien qu'il se base sur quelque chose quand même. Donc là, logiquement, voilà. Si je clique là-dessus, il va se lancer avec le lecteur. Vous voyez que l'icône d'ailleurs est représentative. Que la Bretagne, je pense que si j'essaie de l'exécuter, il va me l'ouvrir sous forme de fichier texte, ici. Et évidemment, ça risque de planter un petit peu parce que je sais pas quelle taille ça va faire. Voilà. Ah bah si, on l'a vu, donc vous voyez, ça affichait plein de trucs bizarres. Donc, problématique. Par contre, je peux très bien, par la suite, lui dire afficher toutes les applications, de prendre effectivement mon lecteur, alors c'est VLC en tant qu'à faire. Et là, regardez, bretagne.txt, logiquement, il se lance. Voilà.
Voilà, donc pour ça vous dire, attention, sur Linux, les extensions en fait on s'en fiche. Je pourrais très bien rien mettre, d'accord? Je pourrais très bien appeler ça Bretagne que dalle. Bretagne que dalle, donc Bretagne voilà, sans extension. Bon lui au niveau de l'icône il saura pas trop, par contre là bah, bizarrement ouais sans extension, comme j'ai rien qui est évidemment associé comme type de l'application, bah, il est capable de prévoir quel logiciel utiliser. Oui voilà, donc vous voyez il ne lance pas avec VLC mais il le lance avec autre chose, il le lance avec mon lecteur de musique principal. Voilà. Donc plutôt sympa aussi, c'est des choses à connaître comme ça. Et maintenant faut s'arrêter monsieur. Faut s'arrêter, faut s'arrêter. Ah, je suis en train de lancer tout ce qu'il faut pas. Il est là, Rhythmox. Bon, c'est peu importe. De toute façon, quand je vais terminer pour cette vidéo, logiquement, j'ai fait le tour de tout. Bon, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, on le verra dans les vidéos suivantes. Mais normalement, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Donc là, logiquement, vous savez, voilà, naviguer, enfin, vous connaissez, c'est surtout important, vous connaissez l'arborescence d'un système GNU Linux, ça c'est super important. Testez hein, sur Ubuntu, Arch Linux, sur Fedora, etc. Avec tous les répertoires que je vous ai présentés, vous verrez que vous les retrouverez. Hein. Ils seront vraiment classés pareil, à quelques exceptions près, parce qu'il y en a certains des fois qui sont pas très respectueux de cette architecture, mais dans la, on va dire dans la majorité, de manière globale, ils respectent quand même suffisamment ça, donc il n'y a pas de problème. Vous savez évidemment naviguer dans une arborescence, vous savez l'afficher, hein, la lister, et vous savez bien évidemment aussi afficher voilà, quelques messages, mais ça, on aura l'occasion d'aller beaucoup plus loin par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous permet d'apprendre pas mal de choses sur Linux, vous allez voir un petit peu le potentiel que peut donner cette ligne de commande. C'est que le début, donc dites-vous que vous allez voir énormément de choses, après on va rentrer dans des choses un peu plus système, on va modifier des processus, on va même travailler avec des processus zombies, enfin vous allez voir ça va être assez sympa de voir ça. Donc j'ai hâte voilà, de vous proposer la suite. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires s'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair pour vous, et je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.